Gare du Midi, à Bruxelles, des magasins de seconde main de smartphones comme celui-ci, il y en a des dizaines. Des milliers de smartphones attendent sagement dans leur bac leur nouveau propriétaire. Leur mémoire a été effacée, flashée comme on dit, mais est-ce que ces téléphones intelligents oublient sur simple demande? Nous avons voulu savoir s'il était possible de pratiquer de la résurrection de données. Tous ces smartphones sont vides, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien. Et comment on fait pour les vider? Ben, on a les codes. Chaque téléphone a son code. Nous avons remis un de ces smartphones à un expert en sécurité et en cybercriminalité pour un interrogatoire éclair. Des techniques qu'utilise également la police. En quelques minutes à peine, nos experts font réapparaître l'intégralité du contenu du smartphone. Tous les contacts, l'historique complet des appels, les photos et les endroits où elles ont été prises, la liste des sites sur lesquels le smartphone a surfé et toutes les conversations SMS. Ouais gros, j'ai fini une heure plus tôt, je vais pas tarder, à telle heure. Ok. À la minute près, on retrouve ce qui s'est dit, à qui et en quels termes. C'est tout l'historique de l'ancien propriétaire qui réapparaît. On imagine aisément ce qu'un esprit mal intentionné pourrait faire d'autant d'informations personnelles. Quand on voit qu'en 8 minutes on peut récupérer ce qu'il y a dans un téléphone, on pourrait très bien imaginer dérober le téléphone d'un chef d'entreprise pendant un quart d'heure, 20 minutes, récupérer la totalité des données et avoir dedans la vie totale de ce chef d'entreprise, avec des contrats peut-être, des documents attachés dans les mails stratégiques. Nous avons rencontré des gens dont la vie a été profondément chamboulée par leur smartphone. Mon smartphone, il n'est jamais bloqué par un code. Le sien, bien. Il y a 10 ans, il n'y avait pas un divorce où on parlait de téléphone portable ou de smartphone. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul divorce où il n'y a pas une dimension électronique. Je pense que ça a bouleversé notre vie. On le verra, pour les couples en crise, la tentation de transformer les concentrés de technologie que sont les smartphones en véritables mouchards est de plus en plus souvent irrésistible. Voilà, c'est parti. C'est redoutablement précis. On peut même zoomer au plus près pour savoir dans la rue où la personne se trouve. À côté des problèmes de cœur, il y a les questions d'argent. Nous verrons comment le smartphone se transforme en institut de sondage permanent. C'est une mine d'or pour des gens actifs dans le marketing. Applications gratuites, jeux gratuits, moteurs de recherche gratuits, nous tâcherons de découvrir ce qui se cache derrière la notion de gratuit. Vous avez des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent, qui vendent rien, puisque Google c'est totalement gratuit. Ce qu'ils vendent, c'est vous. Alors, est-il encore possible de conserver ses propres secrets et de préserver sa vie privée quand on possède un smartphone? D'ici 10 ou 15 ans, on balancera tout sans réfléchir. C'est vers ça qu'on se dirige, je pense. Ça devient très très compliqué d'être furtif aujourd'hui, puisqu'on laisse des traces un peu partout. Alors, à propos de vie privée, la question se pose, smartphone, un espion en poche? Nous sommes au milieu de nulle part et pourtant, nous savons exactement où. Sur les hauteurs de Liège, en compagnie de Jean-Marie, qui met un point d'honneur à toujours savoir précisément où il se trouve, à l'aide principalement de son smartphone. Et pour cause, Jean-Marie, ce jeune retraité qui aime le vélo, a connu une mésaventure. Ouais, un jour, il m'est arrivé de faire une chute. Donc j'étais en VTT. Pour prévenir les secours, j'ai pu me localiser grâce à l'application Google Maps. Et dire au secours l'endroit exact où je me trouve du côté de Limon. Donc c'était quand même dans les campagnes. C'est pas un grand axe connu. Il n'y avait pas de maison aux environs, il n'y avait rien. Donc ça m'a quand même pas sauvé, mais ça m'a permis de ne pas rester en souffrance au bord d'une route. Aujourd'hui, Jean-Marie se géolocalise donc en permanence à l'aide de son smartphone. Lui, sa femme et les objets qui entourent le couple. Comme leur voiture, par exemple. C'est pas très compliqué. C'est une prise allume-cigare avec un câble USB et un smartphone au bout. La marque intéresse peu de monde, mais c'est un téléphone de base qui coûte pas grand-chose avec une carte SIM. C'est du fait maison, ça? C'est du fait maison. Ça coûte rien. Ça se planque n'importe où parce qu'il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Nous avons décidé de tester le smart antivol de Jean-Marie. Imaginons que nous sommes la police et lui et sa femme les voleurs. Jean-Marie nous a donné les codes d'identification pour l'application qu'il utilise, followme.com. Sans trop de surprise, on retrouve vite le véhicule. Seulement voilà, ce smart antivol est un antivol ou un espion? Car que se passerait-il si l'application se faisait craquer? Jean-Marie le sait.
De sa propre confession, ce petit logiciel, followme.com, peut très facilement être hacké. Et comme on peut le voir, on retrouve non seulement son véhicule, mais aussi les 2 iPhones qui sont attachés à ce véhicule. Et on s'aperçoit par exemple que Jean-Marie et sa femme sont en train de se déplacer, donc leur véhicule par exemple, est complètement sans surveillance alors qu'il est. Les informations transmises par les smartphones et traquées par l'application peuvent se révéler bien moins anodines qu'on ne le pense. On sait que le véhicule est isolé et que ses propriétaires s'en éloignent. Mais à présent, on s'aperçoit en plus que le couple se sépare et chacun est à présent seul en ville, chacun de son côté. Ils sont près de la cathédrale Saint-Paul de Liège pour le moment. Voilà, il n'y a pas de doute. On est bien arrivé sur la place de la cathédrale Saint-Paul. Jean-Marie devrait être dans les parages. D'après followme.com, il est ici quelque part, je propose qu'on l'appelle. Allô Jean-Marie, c'est Benjamin, question à la une. Il est là. Bonjour Jean-Marie. Un jeune enfant, hein? Oui, ça semblerait. Pas mal. D'après l'application, votre femme est toujours chez le médecin? D'accord. Ah oui, vous pouvez même visualiser en fait l'endroit où elle se trouve. Complètement. Ah ouais, non. Qu'un système de tracking sur smartphone fonctionne, rien d'étonnant. Ce qu'il est davantage, c'est que malgré l'éventuel risque de piratage, un utilisateur comme Jean-Marie préfère disposer des informations de position plutôt que de préserver sa propre vie privée et celle de sa femme. Vous êtes un possédé de la géolocalisation, hein? Non, mais attendez, il y a des gens qui vous volent vos trucs en permanence. Ils ne pensent qu'à ça, je veux dire. Vous travaillez toute votre vie pour accumuler des biens, mais pour avoir ce qu'il vous faut tous les jours. Et puis il y a des gens qui sont les rois de la fauche et qui vont vous cibler, qui vont essayer de vous piquer vos trucs, c'est tout. Finalement, ce qui permet de nous suivre, permet de suivre ceux que moi j'aime. Que ce soit la voiture ou le sac de ma femme. Voilà. Et ça, c'est ma femme qui est prête là. Je suis désolé. Jean-Marie et son épouse ont adopté plusieurs smartphones dans leur vie pour assurer la traçabilité de leur entourage. Les smartphones sont réellement au cœur de leur vie privée. Alors les smartphones génèrent-ils plus de solutions ou de problèmes? Nous posons la question à Étienne Ouéry, un spécialiste des questions juridiques liées aux technologies comme les smartphones. Pour lui, pas de doute. Incontestablement, le nombre de problèmes explose. Ce n'est pas étonnant, plus il y a de smartphones, plus il y a de technologies dans nos vies, plus il y a des accidents. Il y a 10 ans, il n'y avait pas un divorce où on parlait de téléphone portable ou de smartphone. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul divorce où il n'y a pas une dimension électronique. Il existe des dizaines de sites qui proposent des applications permettant de prendre en filature le smartphone d'un conjoint, par exemple. Mais en fait, ce n'est même pas nécessaire. Les fonctions de base de géolocalisation des smartphones sont souvent amplement suffisantes. En tout cas, elles ont suffi à notre témoin, que nous appellerons Didier, pour prendre sa femme en flagrant délit d'adultère. Disons que puisque mon épouse s'obstinait à nier, purement et simplement, j'étais obligé de trouver la preuve autrement. Et là, bien entendu, le smartphone peut aider. C'est qu'il est très facile de piéger un smartphone, je vous l'assure. En quelques clics, Didier reproduit la manipulation qu'il a effectuée avec le smartphone de son épouse. Il faut absolument connaître l'identifiant Apple de la personne à localiser. Et il faut bien sûr effectuer la recherche sur un appareil Apple lui aussi. On encode l'identifiant, on encode le mot de passe. C'est parti. Et en quelques secondes, l'iPhone traqué est localisé. On peut alors zoomer au plus près. On peut même savoir dans une toute petite rue à quelle hauteur se trouve la personne. On peut ensuite faire une recherche. Ça marche assez bien quand on croise avec Google Maps. On trouve alors, sans devoir chercher, tous les hôtels qui se trouvent dans la rue. Dans votre histoire, c'est comme ça que vous avez identifié l'hôtel pour le flagrant délit. C'est bien ça, oui. La filature virtuelle via smartphone, c'est bien, mais à un moment donné, il faut assurer la présence sur le terrain. Notre témoin, comme beaucoup de conjoints suspicieux, fait alors appel à un détective privé. Oui, j'ai effectivement recouru au service d'un détective privé
puisque je ne pouvais pas être partout, la plupart des moments de filature ayant lieu en journée, ça m'était difficile de quitter mon activité professionnelle pour suivre ma compagne. C'est pour cette raison d'abord, mais aussi pour une raison de discrétion, bien sûr. On travaillait en équipe, moi je l'informais des déplacements qui apparaissaient sur la carte, et lui lançait sa poursuite sur le terrain. Nous avons, nous aussi, fait appel à un détective privé pour lui demander la place du smartphone dans ses enquêtes qui, par définition, portent sur la vie privée des personnes que l'on suit. C'est vrai que le smartphone, souvent, c'est un indicateur parce que je constate aussi que quand les clients viennent pour la première fois chez moi, ils me disent « Oui, vous savez, son smartphone, il ne le quitte pas, quoi. Il le prend même dans sa douche, il est toujours bloqué. » Et donc, en fait, c'est déjà un signe pour les gens de savoir que l'autre a toujours son smartphone accroché à la main, quoi. Ce détective privé n'est pas n'importe qui. C'est le président de l'Union professionnelle francophone des détectives privés de Belgique. L'homme est expérimenté, son matériel est très compact et ses gestes sont discrets et sûrs. Pour lui, son smartphone est un outil, mais l'homme est formel, piéger le smartphone d'un intéressé, donc d'une cible, est rigoureusement interdit. L'activité de détective privé est régie par une agréation du ministère de l'Intérieur qui interdit ce genre de pratique. L'évolution de la technologie fait que les lois doivent évoluer aussi en fonction. Donc il y a une sorte de questionnement qu'on peut avoir en se disant dans quelle mesure, par exemple, si quelqu'un accepte d'être localisé voilà, sur son portable, il peut être localisé par des sociétés commerciales qui vont l'identifier, etc. Mais si jamais son époux veut le localiser, ça, il ne pourrait pas le localiser, par exemple. Donc, est-ce que c'est une atteinte à la vie privée ou pas? Pourquoi les détectives privés, puisqu'ils enquêtent sur la vie privée, ne peuvent pas recourir à des subterfuges de type technologique liés au smartphone? Pour une raison toute simple, c'est que je suis marié avec ma femme, pas avec son détective. Et donc, elle peut me regarder dans la salle de bain, ça n'autorise pas son détective à me regarder dans la salle de bain. Et la réponse, elle est là. En réalité, la plupart du temps, quand c'est dans l'environnement familial, ils peuvent faire moins de choses que ce que leurs clients peuvent faire. Du coup, les détectives jouent un double jeu et laissent leurs propres clients faire le sale travail, quitte à ce qu'ils utilisent des techniques qui leur sont interdites. Est-ce qu'il a piqué le GSM de son épouse le soir en connaissant de copine, en allant voir dessus, en installant le programme? C'est possible. Il peut arriver aussi de temps en temps, même, on ne soit pas au courant que le téléphone de la personne qu'on suit a été, entre guillemets, piégé, ou on sait le localiser, et qu'en fait, le client, à travers ça, surveille aussi notre travail pour voir si on est bien là où on est, et des choses comme ça. C'est le monde à l'envers. Puisque le client du détective privé peut tracer l'itinéraire de la personne à suivre, il peut à son tour vérifier si le détective privé est au bon endroit au bon moment, et ainsi vérifier des temps de planque, par exemple, qui sont facturés à l'heure. Pour Didier, notre mari trompé, l'enquête sur le smartphone de son épouse s'est soldée par un divorce. Évidemment, tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec les technologies que Didier. Or, dans ce cas, un smartphone peut rapidement se révéler dangereux, comme ici. Nous sommes chez Michel Lambert, 62 ans. Ce spécialiste tourneur-fraiseur a enseigné dans un lycée technique de la région d'Herstal. Il n'a vraiment pas le profil d'un geek, un pro des smartphones. Juste avant sa pension, son smartphone précisément va bouleverser sa vie. 2 ans plus tôt, il décide de consulter un site de rencontre pour refaire sa vie. Rapidement, Michel trouve l'âme sœur. Il faut dire que Michel est romantique et c'est au départ son cœur qui va le lâcher. J'ai fait un infarctus violent, alors que je ne suis ni buveur ni fumeur et j'étais sportif à l'époque. Donc rien ne présageait à ce que je fasse ce genre de manifestation-là. Et donc c'est par son intervention que je suis toujours là en train de vous parler aujourd'hui. Et dans ma tête, eh bien, voilà, je lui devais la vie, donc je lui ai proposé le mariage peu de temps après. Michel est amoureux. Il va jusqu'à offrir un quart de sa maison, toujours en travaux, à sa nouvelle épouse. Et bien voilà, donc le smartphone, je le laissais souvent sur la table, voire je le déposais tout près de l'ordinateur avant de descendre au travail. Or, rapidement, la nouvelle épouse de Michel se montre extrêmement jalouse. Son passé de photographe amateur ne semble pas la rassurer.
Elle finit même par lui interdire toute forme de communication avec la moindre femme. Seulement voilà, Michel, qui dit n'avoir rien à se reprocher, s'interroge. Pourquoi sa femme est si jalouse? Pourquoi elle verrouille son smartphone? Michel consulte alors une amie confidente par SMS, alors que son smartphone est toujours à l'étage, sans code, et à l'entière disposition de sa femme. Et elle est tombée sur ces messages-là, elle n'a pas demandé des explications ni rien du tout. Et le lendemain, je recevais l'avis de son avocat qui me demande, où elle me demandait carrément le divorce. Donc là, j'ai vraiment tombé sur mon derrière parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. Dans sa situation de jeune pensionné avec une maison inachevée, on peut dire que la vie privée de Michel a été bouleversée. Il a dû reprendre dardard une activité d'indépendant. Plus aucune banque ne le suivrait dans un nouveau projet immobilier. Impossible de se faire embaucher à 62 ans. À cause de son smartphone, donc, Michel risque de tout perdre. Si une autre personne un jour fait partie de ma vie, probablement que je prendrai certaines précautions ou alors ce que vous voyez là, je le mettrai sur la machine que vous avez vue en dessous et je le démolirai complètement. Première constatation à ce stade de notre enquête sur les smartphones et la vie privée. Au vu des différents témoignages que nous avons rassemblés, nous avons constaté que la notion même de vie privée est très largement impactée par les smartphones. Le smartphone est un dispositif parfait d'espionnage que l'on a en poche, mais ce n'est pas tout. Le smartphone est un espion qui n'oublie pas. Nous allons tenter d'en faire la démonstration. Pour ce faire, nous nous rendons dans plusieurs magasins de smartphones de seconde main. Les téléphones revendus devraient être vides, mais est-ce vraiment le cas? Pour les vendeurs, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et comment vous faites pour vous assurer que le smartphone soit vide? On s'en occupe personnellement nous-mêmes. J'ai un technicien qui va tout effacer, les photos éventuellement, les messages. Je mets à zéro. Et il fait on appelle ça un reset. C'est 2-3 boutons manipulés. Ça, c'est facile à faire. Ailleurs, même discours. Tous ces smartphones sont vides, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien. La majorité, il n'y a pas de trucs. La majorité, il n'y a rien dedans. Et comment on fait pour les vider? On a les codes. Chaque téléphone a son code. On a un Samsung où il y a un code spécial, on met un code, il ne reste plus rien dedans. Aussi dans les Nokia. Étoile carrée, 77, 80. Nous montrons les images de notre expérience en cours à Olivier Bogarts, qui fait partie de la CCU, la Computer Crime Unit de la police. Non. Il y a la majorité des appareils. Il y a des appareils qui sont un peu compliqués, il faut passer à l'ordinateur. Tout va dépendre évidemment des logiciels qui ont été utilisés. Mais il n'est pas impossible que des fichiers qui étaient en partie dans la mémoire non utilisés par le système d'exploitation soient toujours présents. Et vous faites comment pour les vider? Mais on a un service technique derrière, je vous le montre. Les opérateurs de la cyberpolice prendront part à la suite de notre expérience. Voilà. Lui, c'est un technicien spécialiste pour tout ce qui est smartphone, qui a des problèmes, des soft problèmes, des problèmes des langues. Comment vous faites, Robert, pour vider un appareil? Oui, ça c'est un programme qui efface tous les mémoires dans ce téléphone et ajoute un nouveau. Après effacement, nous vérifions le contenu du smartphone. Il ne reste plus aucun contact. Plus aucun message non plus. Mais au moment de vérifier la galerie de photos, oups, on tombe bel et bien sur des images, des vidéos même. Mais c'est tout à fait normal, ces photos et vidéos sont stockées sur une carte mémoire amovible, une carte SD, or, le technicien ne devait effacer que le téléphone. Simplement, on note qu'il y a plusieurs niveaux de mémoire dans un smartphone. Mais ce n'est pas tout. Nous aimerions savoir s'il est possible sur un smartphone complètement effacé de pratiquer de la résurrection de données. Autrement dit, peut-on faire parler un smartphone vide? Pour des besoins de sécurité, les collègues policiers de notre expert ne peuvent pas être filmés. La police accepte néanmoins de faire parler ce smartphone d'occasion vidé que nous avons trouvé dans un des magasins de seconde main. Ils emmènent le téléphone pour interrogatoire de sa mémoire physique. Pour découvrir à quoi ressemble ce travail de résurrection, nous avons cherché à obtenir un rendez-vous avec un expert privé en sécurité informatique et en cybercriminalité. Il a accepté sous couvert d'anonymat. L'expert va faire parler le même smartphone que la police. Cette fois, c'est la carte mémoire entièrement effacée qu'il va interroger. Voilà, donc on a récupéré ce smartphone d'occasion qui a été entièrement
effacé. Est-ce qu'il y a moyen de pratiquer une résurrection des données qu'il y a dedans? Oui. Combien de temps ça peut prendre? Une bonne dizaine de minutes, ça dépend en fait de la quantité de données qui se retrouve dans le téléphone. Ok. On y va? On lance le chrono? On peut lancer le chrono. Nous n'allons pas dévoiler la méthode qu'utilise notre expert. On peut simplement en dire qu'elle nécessite du matériel, du hardware et des outils spécifiques d'extraction des logiciels, des softwares. Ce sont des techniques auxquelles recourent la police et les services de renseignement. Top chrono, 8 minutes 24. Côté police, l'intégralité de la mémoire du smartphone est revenue. Contacts, SMS, toutes les conversations réapparaissent. Immédiatement, la personnalité du précédent propriétaire réapparaît. Ouais, gros, j'ai fini 1 heure plus tôt, je vais pas tarder, à telle heure. Ok. On sait quel jour et à quelle heure et à qui le précédent utilisateur a envoyé tel ou tel SMS, les vrais numéros de téléphone, les noms, voire les surnoms qui y sont attachés, et le type de propos. Bref, il n'y a plus aucun secret. Les informations qui sont intéressantes, c'est qu'on a plus de 118 traces d'appels téléphoniques et 116 messages SMS. Donc, on a au niveau de la ligne du temps, un temps vraiment extrêmement long qui permettra de connaître beaucoup d'informations sur l'activité de l'ancien propriétaire. Du côté de notre expert privé, la carte mémoire amovible du smartphone est également passée à table. Là, on voit bien que c'est un téléphone qui vient de France, puisqu'il est sur la page d'accueil d'Orange. On a tout ce qui a été téléchargé comme logiciel, et tous les logiciels qui sont installés sur le téléphone. Toutes les images sur lesquelles le téléphone est passé, notamment lors d'un surf internet. Donc là, on peut évidemment très vite dire qu'on est face à un fan de foot. On a aussi la partie audio, où là vous avez les MP3. On va pousser le vis jusqu'au bout, on va jouer le MP3. Le smartphone ne parle plus, à présent il chante. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il a encore à dire, ce téléphone? Les vidéos. Donc alors, la problématique de la vidéo, c'est que parfois il arrive que l'image ne soit pas récupérable. En revanche, le son, on est quasiment toujours certain de l'avoir. C'est un fan de foot, hein, visiblement, on entend un match de football derrière avec les images et les logos des différents clubs qu'on a trouvés. On est certain d'être face à un fan de football. Là, on a des coordonnées GPS. Alors vous allez me dire que c'est très peu exploitable, que c'est du charabia et du chinois. Sauf que si on passe vers un Google Earth directement, on voit bien quand même très vite que la personne est restée en Europe. Et si on zoome, on voit très clairement, si on regarde sur la carte avec une plus grosse granularité, que probablement que la personne venait essentiellement du nord de la France. Elle s'est déplacée de temps en temps sur Paris et un peu plus au sud. En clair, ce smartphone n'a absolument rien oublié des faits et gestes de son précédent propriétaire. On voit très clairement le chantage qui est potentiellement à la clé. C'est précisément avec ce genre de technique et de matériel que l'on peut par exemple déjouer ou démontrer des cas d'espionnage industriel. Car le smartphone semble susciter des vocations d'espion. Notre expert nous raconte le cas réel d'une employée qui soudainement démissionne. Elle rend sa tablette et son smartphone de société puis s'en va. Seulement voilà, quelque chose met la puce à l'oreille de son ex-employeur. Le smartphone et la tablette sont entièrement vidés de leur contenu. En tout cas, c'est ce que pense l'employé. Il n'y avait plus de traces de rien. Donc il a fait appel à nous pour récupérer ces données et voir si effectivement on pouvait récupérer tout ce qui avait été utilisé et tout ce qui avait été fait avec le smartphone par l'employé en question. Grâce au téléphone portable, on a pu voir que sur le smartphone de l'employé qui était donc sur le départ, dedans il y avait la photo des plans et des premiers prototypes du produit qui étaient copiés. Donc ça c'est une des preuves du dossier d'espionnage industriel dont je vous parlais. Donc là on est sur des fameux conditionnements qui ont été pris en photo. Et ici, on constate qu'en fait cette image a même été envoyée par SMS à un tiers. On parle bien ici de techniques d'espionnage qui permettent d'aller au-delà de la mort des données, d'aller au-delà d'un simple reset, d'un flashage. Ironie de la situation, la résurrection des données contenues dans notre smartphone a eu pour effet d'effacer définitivement cette fois la mémoire du téléphone. De bonne foi, les vendeurs pensaient avoir tout effacé. De bonne foi, les clients pensent généralement n'avoir rien à cacher, mais décidément, on imagine bien le type de chantage que rendent possible les smartphones d'occasion. Et certains comportements naïfs peuvent parfois faire froid dans le dos.
Vous vendez votre téléphone. Oui. Vous n'avez pas effacé vous-même les données qu'il y a dedans? Non, parce qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de numéros de téléphone, c'est un peu compliqué, c'est un peu... Je crois que c'est de l'inconscience, oui. Parce qu'on ne sait pas où les données vont tomber. On ne sait pas qui va pouvoir les récupérer. Un stock sur la vie de quelqu'un, un stock documentaire sur la vie de quelqu'un avec des données, avec ses préférences politiques, sexuelles, enfin peu importe. Tout ça mis dans une grosse base de données, et tant qu'on a une démocratie au pouvoir, enfin, il n'y a pas de problème. Le jour où il devrait y avoir des gouvernements plus extrémistes, je pense que nous aurions beaucoup de problèmes parce que tout serait connu et tout serait fiché. Jusqu'à présent, nous devions posséder le téléphone pour pouvoir en extraire les données. Dans le cadre d'espionnage industriel, notre expert nous dévoile une pratique assez courante qui permet de capter tout le flux d'informations entrant et sortant d'un smartphone. Il s'agit d'un dark hotel. Nous nous rendons dans un hôtel de standing où défilent pas mal d'hommes et de femmes d'affaires, la plupart du temps équipés de leur smartphone. Discrètement, nous nous rendons dans une chambre où notre expert installe un faux réseau Wi-Fi. Un réseau gratuit auquel nous donnons un nom proche du nom véritable du réseau Wi-Fi de l'hôtel en mentionnant dans le nom le code d'accès. Notre faux réseau Wi-Fi s'appelle Hôtel Wi-Fi gratuit, code 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est quoi le résultat de la pêche? Le résultat de la pêche, c'est que dans l'hôtel, à cette heure-ci, on a encore une grosse dizaine de personnes qui sont connectées. Là, j'ai par exemple très probablement un iPhone. La personne doit probablement dormir, son téléphone est à côté d'elle, mais son téléphone est encore sur le Wi-Fi de l'hôtel. Donc vulnérable. Afin de pouvoir entrer un peu dans le détail, nous jouons le jeu et nous nous connectons. Je vois un iPhone qui s'appelle iPhone DLayPart.mson.net. J'imagine que c'est le vôtre, Benjamin. Exact. En résumé, si on prend l'iPhone, on a la totalité de ses connexions web. Donc, évidemment pas les SMS et pas les appels qui sont émis depuis l'application téléphone dans votre iPhone. En revanche, tout ce qui concerne l'application, les applications qui sont directement là sur le web, comme le iChat par exemple pour iPhone, le surf, les mails. Est-ce qu'on peut, par exemple, capter quelques mots de passe déterminants? On peut capter des mots de passe, on peut capter des identifiants, on peut voir aussi le nom, souvent des personnes. C'est une véritable intrusion dans la vie privée et professionnelle, sans mettre en place beaucoup de moyens. La naïveté des gens de monter sur un réseau qu'ils ne connaissent pas peut entraîner d'importantes failles de sécurité. Donc une des clés, c'est d'évangéliser et d'apprendre aux gens à utiliser ces réseaux-là avec parcimonie. Un des géants de la sécurité informatique a déployé le même dispositif que nous dans l'hôtel. C'était en plein jour et à la terrasse d'un restaurant à Londres. Objectif, démontrer que les gens acceptent n'importe quoi pour du Wi-Fi gratuit. En à peine 10 minutes, 250 smartphones détectent le réseau gratuit et acceptent les conditions générales d'utilisation complètement loufoques. Noir sur blanc, le Wi-Fi est gratuit, mais en échange, l'utilisateur acceptait d'offrir purement et simplement son enfant premier-né. Alors, il n'y a qu'un seul Anglais qui a répondu en disant non, non, c'est un adolescent absolument insupportable, vous le gardez. J'ai pas envie de le récupérer. Mais mis à part ça, mis à part cet humour britannique, en effet, les personnes, c'est-à-dire à peu près 250 personnes en un quart d'heure, ont donné leur fils aîné à l'entreprise F-Secure. Donc là, elle est suffisamment grosse pour faire réagir, et en effet, c'est anecdotique avec le sourire, mais on peut très bien dire, je fais un don de 100 €, ou je donne un organe, ou je donne n'importe quoi, ou je donne le droit d'accéder à mon smartphone. L'expérience est éloquente. Personne ne lit les conditions générales d'utilisation pourvu que ce soit gratuit. La gratuité apparente, c'est aussi la base sur laquelle s'appuient les applications dites gratuites. Jeux, moteurs de recherche ou réseaux sociaux, elles jonchent nos smartphones. Et pourtant, de plus en plus d'utilisateurs s'insurgent une fois qu'ils lisent réellement les conditions générales d'utilisation. Quand on va dans les autorisations, on a par exemple voir l'état et l'identité du téléphone. Légèrement pas mal intrusif. Pas besoin de grandes techniques de piratage en fait pour acquérir les données de notre vie privée, puisqu'on accepte n'importe quoi. Ça veut dire en gros, ils ont envie de savoir où vous êtes, ce que vous faites, votre smartphone est dehors, et clic-clac, ils prennent des photos à votre insu, c'est super. Est-ce qu'il existe quelque chose de gratuit sur cette terre? Mis à part l'amour, bien entendu. Mais il n'existe rien de gratuit. Une application, ça coûte de l'argent. Un moteur de recherche, ça coûte beaucoup d'argent. Ça signifie que comme ce n'est pas l'utilisateur qui paye directement, comme on le ferait par exemple dans un tram ou dans un avion ou dans un restaurant, c'est que l'argent vient d'autre part.
Il vient d'où? Bien, il vient de la publicité, essentiellement. Alors la question se pose, combien vaut le profil d'un humain connecté pour justifier un tel arsenal de pompage de données dans nos smartphones? Aujourd'hui, selon le consensus, c'est environ 10 à 15 $ par an par utilisateur. C'est le prix que je représente pour un moteur de recherche, pour un réseau social, pour une application qui cartonne. Pour ceux qui considèrent que leur vie privée vaut plus que 15 $, il existe des solutions. Moins cher qu'un téléphone crypté, une des applications par exemple permet littéralement de disparaître complètement en un clic. Impossible d'être localisé, mieux, on peut prétendre être à n'importe quel endroit de la planète. Cette application s'appelle Switch for Freedom, coûte 40 €, off, on me voit, on, on me voit plus. Tous les employés de ce bureau parisien, par exemple, sont invisibles. Excusez-moi, vous êtes où, vous, aujourd'hui? Je suis aux États-Unis. En Italie. Je suis en Allemagne. Au Canada. Là, j'ai le cas d'un journaliste dans des pays en guerre actuellement. Et c'est vrai qu'il y a un contrôle assez fort, étatique, de pouvoir justement voir où est-ce qu'il est, comment il sort les données et qu'est-ce qu'il va pouvoir donner comme sortie en termes d'informations papier et écrire ses articles. Donc là, directement, il me disait il y a quelques jours qu'il était visible d'Internet à partir d'une sortie américaine. Donc il était aux États-Unis, sur Internet. Il est actuellement visible en disant qu'il est aux États-Unis en train d'écrire son papier. Et la réalité, c'est qu'il est dans un autre pays. Disparaître pour des raisons de sécurité est donc possible. Plus fort encore, cette application comptabilise les tentatives d'intrusion dans le smartphone. Là, par exemple, cette application, je l'ai installée après Noël, parce que j'ai changé de téléphone après Noël. Et là, je me suis aperçu qu'on avait essayé 12 701 fois d'intercepter mon trafic, de me mettre des cookies à mon insu, et directement de pouvoir récupérer l'ensemble de mes données. Je ne suis pas personnellement visé, donc je n'ai pas un problème Olivier Quignou, on va essayer de récupérer ces données. Ce sont des robots qui surfent et qui vont scanner l'ensemble des téléphones portables. Alors en effet, il y a certaines personnes qui vont être clairement visées, mais autrement, c'est le mass market. La résistance aux robots hackers est possible. Mais certains propriétaires de smartphones comme Roselyne, pourtant bien conscients du pompage incessant de données via son smartphone, s'en accommodent. Roselyne joue à un jeu mis en place par Google, Ingress. Je suis une illuminée, j'ai choisi mon camp, et là je suis en pleine bagarre parce qu'on doit essayer de récupérer la tour derrière moi. La tour flagée. La tour flagée, ok. Avec un smartphone. Avec un smartphone, oui. Vue par le jeu Ingress, la place Flagey à Bruxelles ressemble à ceci. En fait, c'est un jeu qui est basé sur la géolocalisation. Donc, en fonction du déplacement qu'on a dans l'espace, le jeu évolue. Donc, on doit se rendre à des endroits particuliers, des statues, des monuments, des musées, des ambassades, et faire une action pour soit récupérer le lieu dans son camp, soit, si jamais c'est un lieu qui est déjà chez nous, le renforcer par des boucliers. Et le but, c'est d'avoir le maximum de territoire partout dans le monde, parce que ça se joue 2 clans dans le monde entier. En fait, ce jeu est couplé à Google Maps et permet à Google de faire cartographier le monde entier gratuitement par les joueurs. Toutes les photos qu'on prend des lieux, des centres d'intérêt, c'est ce que Google ne doit pas faire eux pour mettre dans Google Maps plus tard. Le but d'Ingress est ensuite de pouvoir être intégré au Google Glass. Donc quelqu'un qui va voir le lieu va avoir des descriptions que les joueurs ont entrées. Donc un monument, si le joueur a décrit, il a été réalisé par telle personne en telle année, ben, ça va s'afficher dans les Google Glass. Donc en fait, dans votre vie privée, vous bossez pour Google? D'une certaine manière. C'est-à-dire qu'eux fournissent un jeu gratuit et nous, on fournit des lieux, des photos, des renseignements. C'est du win-win en fait. Chargeur de smartphone en poche pour être sûr de ne pas tomber à court d'énergie et malgré sa blessure à la jambe, Roselyne parcourt la ville plusieurs heures durant pour photographier un à un tous les points d'intérêt de la zone. De son point de vue, c'est une balade qui lui permet de rééduquer sa jambe, mais pour Google, c'est le développement gratuit des Google Glass. Roselyne a une vie professionnelle et c'est donc bien dans sa vie privée qu'elle travaille gratuitement, comme des millions de joueurs, pour Google. J'essaie d'imaginer ce que sera l'étape supérieure. Je sais pas, ils vont peut-être connecter des puces directement reliées au cerveau. Ça paraît de la science-fiction à l'heure actuelle. Peut-être que dans 10 ans, ça se fera. Le progrès s'accélère de plus en plus. Les gens sont de plus en plus dépendants du réseau. Ils laissent tomber de plus en plus les barrières de leur vie privée. Ils oublient, ils laissent tomber tous les privilèges de savoir où ils sont à chaque moment de leur vie, à chaque moment de leur journée. Les photos qu'ils prennent sont de plus en plus accessibles à tout le monde et surtout aux grosses sociétés. Mais les gens sacrifient ça
pour pouvoir être connecté et partager avec tout le monde. Donc c'est une autre mentalité qui s'est développée. D'ici 10 ou 15 ans, on balancera tout sans réfléchir. C'est vers ça qu'on se dirige, je pense. Donc d'ici 10 ou 15 ans, pour vous, il n'y aura plus de vie privée? Non. Ce n'est pas certain, mais en tout cas, ça en prend sérieusement le chemin. Le smartphone est probablement l'un des plus grands fossoyeurs de la notion même de vie privée. Ce formidable canif suisse de l'information, que l'on ne quitte pas jour et nuit, peut se révéler très dangereux. Capable de bouleverser des vies, retenir et révéler des secrets vitaux, cet espion qu'on a au fond de la poche est à la fois un boulet électronique et un formidable outil. Rares sont ceux qui savent vraiment s'en servir.